Et bonjour, aujourd'hui je vais parler d'un sujet, ma foi, fort simple, mais qui est compliqué. Magic. Magic a une quantité industrielle de règlements. En fait, je pense qu'il y a plus de règlements, de pages de règlements qu'il y a de pages dans la Bible. C'est à ce point-là. Par contre, vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur. Il va toujours avoir un nerd comme moi qui va connaître la plupart des règlements, puis qui va pouvoir s'ostiner rendu là. Je vais donner un exemple. Moi-même, qui en connais beaucoup trop ce règlement général, un de mes amis, Yann, me réapprend des affaires bien souvent. Je suis bien content de ça. C'est du knowledge qui va avancer. Je vais parler aujourd'hui de certains règlements que ça arrive souvent que les joueurs ont de la mécompréhension par rapport à ça. Quand que je vois dire sur Internet, puis qu'on fait ah, non, ça marche pas. Oui, oui, ça marche. Je te confirme. C'est comme ça que les règlements fonctionnent. Donc, c'est pas mal des exemples en tant que tel de situations qui m'arrivent relativement souvent. Vraiment, caster un spell, comment fonctionne de caster un spell? Tu mets le spell sur le stack, tu choisis les targets, tu choisis les modes, blablabla. Tu payes le coût. Donc, avant que. Tu n'as pas besoin de payer la mana avant de caster le spell. Quand tu castes le spell, tu choisis de payer la mana. Donc, dans cette situation présente-là, Emery le cœur de Lock, est-ce que vous pourriez la caster? Donc, Emery, c'est une 1-2. Coûte 2 colorless, un bleu. Puis qu'il coûte un moins pour chaque artefact qui est en jeu. Fait que présentement, il y aurait un island pour payer le bleu. Puis il y aurait une Lotus Pétale. Ben, curieusement, oui, vous pourriez. La simple unique raison que quand vous arrivez pour caster spell, ok, c'est quoi le coût du spell? Il va coûter un colorless, un bleu. Je sais que c'est un peu fatigant parce que le nom Emriff de Lock cache le casting cost, mais c'est deux colorless et un bleu. Donc, quand vous arrivez pour caster spell, on va dire ok, ben, présentement, avec qu'est-ce qu'il y a sur le board, ton spell te coûterait 2. Donc, ce que tu fais, tu payes l'island pour le bleu, puis tu sacrifies ta pétale pour payer au colorless. C'est pas très très intuitif, mais c'est comme ça que les règlements fonctionnent. Puis ça arrive de temps en temps que j'ai des interactions avec des joueurs par rapport à ça, comme par exemple sacrifier un artefact justement pour payer le coût, ou sacrifier une créature par rapport à. Faut que tu fasses une créature qui a 4 de power plus, puis sacrifier la créature elle-même pour payer le coût. Oui, tu peux faire ça. C'est particulier, mais c'est comme ça que Magic fonctionne. Cliquez un aura. Par exemple, moi, je suis le joueur B. Donc, j'essaie de caster Ares sur un Invisible Stalker. Ça marche pas. Parce que mon Invisible Stalker a X-Proof. Je peux pas être le target des spell abilités. Par contre, si je tape mon Ares sur le Hape, du même joueur, excusez-moi, après ça, je fais un Flicker of Fate sur la reste. Donc, le Flicker fait exiler mon aura. Elle revient sur Battlefield. Je peux décider, rendu là, de le mettre sur l'Invisible Stalker. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de target. Si l'aura n'écrit pas target dessus, ou whenever that aura enter the battlefield, equipped to target creature, whatever, vous pouvez tout simplement le mettre sur une créature expose, même si techniquement vous ne pourriez pas. C'est un petit peu particulier. Les règlements, d'après moi, ont été mal conçus par rapport à ça, mais vous pouvez passer par-dessus le Explose, le Shroud ou whatever si vous flickerez un aura. C'est pas intuitif, je sais, mais ça m'est arrivé 2-3 fois de pouvoir détruire une créature X-Proof comme ça, puis le monde n'a pas trop apprécié. Fact of Fiction, c'est une carte que je suis vraiment un fan fini en Commander, pour la simple et unique raison que généralement c'est 4, page 3, puis mets en 2 de graveyard que tu vas réutiliser plus tard. Il y a une mécompréhension par rapport à ça. Chaque fois que je casse ce spell-là, ils m'ont dit ah, mais c'est qui tu choisis? Non. Faut que je mette les cartes, je les révèle, point. Un opponent separate. Donc, techniquement, je révèle, puis après que j'ai vu mes cartes, je peux décider c'est qui l'opponent, qui va choisir, qui va séparer les deux piles. Ça peut être très utile parce que, exemple, tu sais que tu as 2-3 removals, puis l'autre, tu as des créatures indestructibles. Ben, tu le nommes lui, puis lui, ça va pas le déranger de te donner la pile à plus de séparer les piles, que tu aies plus de removal. Ça ne l'affecte pas. Fait que c'est une façon de te donner un certain edge par rapport à une carte qui est déjà excellente. Puis c'est un règlement qui est très peu souvent. Que le monde connaisse très peu en général, ou du moins lire correctement la carte. Maintenant, les Green Counter Spells. Ça paraît simple présentement, mais ça arrive de temps en temps que je me sers de Vine of Vastwood comme Counter Spell. Quelqu'un essaie de buffer sa créature. Par exemple, ici dans cette situation-là, le joueur A essaie de caster Giant Growth sur son Tireless Tracker. Moi, en réponse, je fais Vine of the Vastwood sur son Tireless Tracker. Qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que présentement, son Tireless Tracker est une 3-2 qui ne peut pas être le target de spellabilité des opponents. Donc, il essaie de casser son Giant Growth, il est un opponent. Donc, son spell va fizzle.
Ça m'est arrivé quelquefois de fizzle des spells comme ça par rapport à. Je donne une protection contre les colorless quand quelqu'un essaie d'équiper une épée. Euh, ou quelqu'un essaie tout simplement de buffer sa créature avec un aura, genre Zur. Puis à réponse, je fais juste le rendre protection. Techniquement, Vine of Fastwood, qui est genre pseudo-exprove. Donc, c'est une façon de counter des spells qui n'est pas vraiment connue. Il y a très peu de cartes qui fonctionnent comme ça, mais je trouve ça quand même relativement intéressant. Maintenant, les priorités de stack. Présentement, c'est une situation qui m'arrive de temps à autre. Quand tu es le joueur actif, personne ne peut rien faire dans ce temps que tu ne fais pas une action. Jouer un laine est une spéciale action, donc ça compte pas. Donc, présentement, j'ai une situation simple. J'ai un Tireless Tracker. J'ai 3 laines en jeu. J'ai pas encore joué mon laine du tout. Donc, mon Tireless Tracker sur le jeu. Je joue ma Windswept Heat, qui est un fetch land. Quelqu'un dit ouais, ma réponse, je le tue. Ok, tu réponds au fait que je me fais une clue token. Non, mais avant même que. Non, tu peux pas. Le joueur actif a toujours la priorité quoi qu'il arrive. Maintenant, ça va dire ok, tu as ton clue token. Ok, je craque mon fetch land. Donc, je craque ma Windswept Heat. Ben là, il peut répondre parce que c'est pas jouer un land, c'est utiliser une habilité ou quelque chose. Fait que la priorité du stack, il y a bien souvent du monde qui a du problème avec ça quand tu vas dire je joue Muldrata. Muldrata est un commander qui permet de jouer du graveyard. Donc je joue Muldrata. En réponse, tu peux exiler mon graveyard. Mais tu peux pas, par exemple, quand je dis OK, je vais jouer telle carte de mon graveyard. Ah, OK, en réponse, je l'exile. Tu peux pas, là. Je suis joueur actif. J'ai la priorité, là. Tu es obligé de me laisser pouvoir caster mon spell. Là. Quand que Muldrata est rendu sur la table, c'est moi qui ai le contrôle total du jeu présentement. Là. Donc la priorité est vraiment un aspect compliqué de Magic, mais qui donne quand même à connaître un peu. Propaganda est un effet particulier parce que beaucoup de monde, avant, comment ça fonctionnait, c'est que tu attaquais le joueur, puis tu redirigeais les dégâts vers le Penwalker. Ils ont changé ça pour que ça soit plus simple, puis je comprends parfaitement ça. Le joueur et le Penwalker sont deux entités différentes maintenant. Totalement différentes. Donc, quand tu as une propagande qu'une créature attaque you on laser control pay 2, ça va dire que j'attaque le Planewalker du gars, à mon Tireless Tracker exemple, j'ai pas besoin de payer le 2. Parce que ce n'est pas le joueur que j'attaque, mais bien le Planewalker qui est une entité complètement différente. Dans les mêmes situations, propaganda, encore une fois, puis moi-même, je me suis trompé par rapport à ce règlement-là à un moment donné. Soit dit, j'ai un effet qui force les créatures à attaquer. Il n'est pas obligé de payer le 2. Là. Tu dis, ah, il y a une propagande qui fait que faut que je paye 2 pour attaquer, mais non, je refuse, je ne veux pas payer 2. Ben, c'est normal. Le joueur lui-même qui attaque peut dire je refuse de payer 2. Donc, même si c'est un effet comme Trove of Temptation qui force le monde à t'attaquer, ben malheureusement, ils ne pourront pas attaquer, tout simplement. Fait que j'espère que cette vidéo-là a été relativement intéressante pour certaines personnes. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée.